Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle actu du geek. Alors pas d'introduction humoristique aujourd'hui, oui ça me prend un peu de travail, en plus je le cale à l'actualité et comme je pars en vacances, que j'ai du travail à côté et que le soir on sort avec mon épouse car enfin il fait beau, je n'ai pas trop le temps, mais à la rentrée, je vous promets, il y aura de nouveau des introductions humoristiques, je sais que certains vont s'arracher les cheveux. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Abandon, eh ben oui le fameux jeu, est-ce qu'il existe d'ailleurs ce jeu? Donc j'en ai jamais parlé avant et j'ai bien fait je crois parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont beaucoup parlé, 10 minutes, 15 minutes de vidéo à chaque fois. Pourquoi? Finalement pour pas grand chose jusqu'à maintenant. Silent Hill, pas Silent Hill, Kojima, pas Kojima. Eh bien je vais enfin en parler. Aujourd'hui je vais dire ce que je pense de ce jeu et après on verra si j'en parle dans le futur. Je vais parler aussi de Cyberpunk 2077, patch 1.23. Et oui, assez intéressant quand même puisque le patch 1.23 compare Xbox Series X, S et PS5. C'est toujours sur Digital Foundry. Je vais parler aussi de Human King, le nouveau 4X style civilisation qui arrive Day One sur le Game Pass. Je vais parler aussi de Forza Horizon 5, on a des nouveautés dessus, en particulier avec la carte, et ça me permettra de rebondir sur ma dernière vidéo que j'ai fait sur le Game Pass. Et je vais finir bien entendu par une série, et oui, je vous ai dit, une série ou film, aujourd'hui ce sera une série Kingdom, une série coréenne, plutôt fantastique. A tout de suite. Commençons tout de suite par Human King. Human King, c'est donc un 4X style civilisation qui va arriver Day One sur le Game Pass. Alors malheureusement, il arrive le 17 août. Je serai quasiment en vacances, donc je ne vais pas pouvoir faire de let's play dessus. 17 août sur le Game Pass. Mais c'est assez intéressant, ça montre déjà la diversité du Game Pass. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur un seul type de jeu, et ça c'est vraiment très très bien. Ça permet, comme tous les goûts sont dans la nature, que tout le monde se retrouve sur le Game Pass. Donc moi je jouerai à ce jeu parce que je suis très intéressé par les jeux stratégiques style civilisation. Et ce jeu a l'air très intéressant, 60 peuples au départ, 60 civilisations différentes au départ, on fait 3 époques, préhistorique, médiévale et moderne, et l'avantage de ce jeu c'est que à chaque époque vous pouvez changer de civilisation, ce qui va faire un melting pot, on va dire, de civilisation à la fin totalement différent, puisqu'ils annoncent que potentiellement il y a 1,5 million de combinaisons possibles. Il y a bien entendu tout un type de terrain, tout un type d'unités, beaucoup d'unités, etc., etc. Donc c'est un jeu qui est prometteur, solo, et en plus multijoueur. Et pourquoi je dis que ça confirme un petit peu ma dernière vidéo sur le Game Pass? Regardez là si vous l'avez pas vu, j'explore le Game Pass un peu plus en profondeur pour en parler, pour parler des avantages, des inconvénients éventuels, de ce qu'il apporte et de éventuellement ce qui va arriver dans l'avenir, selon ma propre perception, je le précise. Eh bien, ça confirme la partie multijoueur. Et oui, dans ma dernière vidéo, j'ai justement parlé de la partie multijoueur, c'est-à-dire que c'était très intéressant pour les éditeurs de jeux multijoueurs. Alors bien entendu, pas les jeux Call of Duty, Fortnite ou Apex qui ont leur propre population qui est juste énorme, mais les éditeurs qui sont un petit peu en dessous, qui veulent se faire connaître, qui veulent justement émerger en multijoueur, eh bien c'est un bon moyen le Game Pass parce que vous avez tout de suite disponible 20 à 30 millions d'abonnés qui vont charger le jeu, pour ceux qui aiment bien entendu ce type de jeu, et qui vont pouvoir le tester tout de suite. En l'occurrence, vous pourrez jouer à 10 joueurs sur la même carte en confrontation, et donc c'est intéressant d'avoir du monde en face. Si vous avez personne sur les serveurs, c'est plutôt gênant. Plus vous avez du monde, moins vous attendrez, en théorie bien entendu. Donc j'essaierai ce jeu et je vous dirai ce que j'en pense à la rentrée. Et côté Forza Horizon 5, eh bien on a eu la map dévoilée, une map qui fait 50% de plus que l'ancienne, c'est-à-dire que c'est juste énorme, parce que déjà Forza Horizon 4, la map était grande. N'oubliez pas, vous pouvez aller partout dans ce jeu. C'est un monde ouvert, c'est pas juste un monde où vous allez sur les routes. Non, non, vous pouvez aller vous balader dans les champs si vous voulez et défoncer des barrières. Et bien dans Forza Horizon 5, ce sera la même chose, sauf que le terrain sera beaucoup plus varié. C'est ça qui est déjà bien par rapport à Forza Horizon 4, beaucoup plus de terrain varié, plus grand, donc plus intéressant, avec des effets lumineux accentués, comme vous avez vu dans la démo, avec des qualités de photoréalisme accentuées. Donc on est vraiment dans la génération console actuelle, Xbox Series X, Xbox Series S, et évidemment dans les PC avec des cartes graphiques correspondantes. Donc ça confirme également une partie de ce que je disais dans la vidéo sur le Game Pass. Showleiden avait dit 500 millions d'abonnés, j'avais dit non, pas du tout. Voilà, ça confirme quand même que des jeux à plus de 100 millions de dollars de développement, je pense que ce jeu-là les atteint depuis le temps qu'il est développé, avec le nombre de personnes, on verra, je sais pas les chiffres exacts, mais en plus avec le côté marketing, je suis à peu près persuadé qu'il dépasse largement les 100 millions de dollars de développement. Et donc les jeux à 120 millions sur le Game Pass, il y en a, et il y en aura plus encore demain. Cyberpunk 2077, patch 1.23. Eh bien écoutez, c'est très intéressant. Moi j'ai regardé la vidéo de Digital Foundry, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent dans ce patch? Que en termes de résolution, c'est la même chose qu'avant, donc il n'y a pas de modification de ce côté-là. Ils disent pour la PS5, ça tient très très bien le framerate. Il n'y a qu'un mode performance comme d'habitude, alors que sur la Xbox Series X, il y a un mode
qualité, on en reparlera après. Le mode performance tient très bien les 60 fps, à part quelques rares baisses de framerate, et donc la PS5 s'en sort très bien de ce côté-là. Gros problème de la PS5, eh bien oui, c'est que le jeu est directement hérité de la PS4 et que ça se voit, c'est-à-dire qu'en termes de population, en termes de vie dans Night City, eh bien c'est assez faible. C'est creux parce que bien entendu la PS4 ne tient pas ce que pourrait tenir la PS5 largement. Et donc du coup, ça fait une population un peu vide dans Night City, ce qui est dommage parce que c'est le principal atout de Night City, de cette ville futuriste, c'est justement toute cette vie qu'on a autour de nous. C'est ça l'intérêt de cette ville. Alors il y a d'autres intérêts dans Cyberpunk bien entendu, mais ça c'est l'intérêt de Night City, c'est vraiment cette population vivante et cosmopolite. Côté Xbox Series X, alors là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement la qualité visuelle, la population est plus importante, il y a beaucoup plus de monde, on voit qu'ils ont travaillé CD Projekt Red là-dessus, donc il y a du monde, effectivement dans les rues, donc c'est peuplé, par contre le framerate, lui, il a du mal. Alors pour rappel, il faut savoir que Cyberpunk 2077 est très gourmand du côté du CPU. GPU bien entendu, mais aussi CPU. La partie CPU de l'APU est très sollicitée par ce type de jeu. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans les rues, et donc ça doit coûter un petit peu en termes de framerate. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que côté Xbox Series X, il y a également du travail à faire, un travail un peu différent, plutôt du côté du framerate. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est assez intéressant, c'est que la console qui s'en sort le mieux des trois, eh bien c'est la Xbox Series S, qui profite finalement des deux, c'est-à-dire grosso modo, effectivement c'est un framerate à 30 fps, et pas plus, voilà, ça ne bouge pas, mais c'est pas plus. Et par contre, côté visuel, eh bien, elle dispose de sa grande sœur, de tout ce qu'a sa grande sœur, c'est-à-dire la population est la même. Il y a vraiment de la vie dans Night City, contrairement à la PS5, PS4, il y a vraiment de la vie dans Night City, c'est-à-dire que la Xbox Series S a été développée à part avec la Xbox Series X. On voit qu'ils ont fait un développement spécifique qui n'est pas basé sur la Xbox One, ce qui vaut mieux en l'occurrence. Donc ce n'est pas le cas de la PS5. Donc en conclusion, il faut attendre le patch 1.3 pour voir s'il y a des améliorations, et surtout la version dite Next Gen, c'est-à-dire Xbox Series X, S et PS5, qui elle devrait tout remettre au niveau, j'espère, c'est-à-dire du framerate constant, et toutes les consoles avec une vraie population bien peuplée, et peut-être des améliorations visuelles sur Cyberpunk 2077 sur nos consoles actuelles. Et d'ailleurs, je tiens à revenir rapidement, j'avais fait une émission, quels étaient les principaux défauts de Cyberpunk 2077, quelles avaient été les erreurs, parce que c'est un jeu très intéressant, Cyberpunk 2077. Il va servir de cas d'école pour plein de choses, en termes de marketing, en termes de communication, en termes de développement de jeu, bien entendu. Je pense que pour les écoles de développement, c'est vraiment un cas d'école, il sera intéressant à prendre en exemple, pour ce qu'il ne faut pas faire en particulier. Et donc j'avais pointé quelques erreurs qu'avait fait CD Projekt Red, mais j'en avais oublié une grande que m'ont rappelé des abonnés, et effectivement la principale, c'est qu'ils ont pris comme base la PS4 et la Xbox One. Et ça c'est une erreur qui va leur coûter ces deux boulets qui vont traîner jusqu'au bout, malheureusement, et ça se sent encore dans ce patch, puisque vous voyez, dans ce patch, ils essayent d'améliorer absolument les résultats sur la Xbox One et la PS4, et du coup, la PS5 par exemple, il n'y a pas, comme je vous ai expliqué, une population vraiment grandissante par rapport à l'ancienne version de patch. Et quant à la Xbox Series X, visiblement, ils n'ont pas énormément travaillé le framerate, ce qu'ils vont faire, j'espère, dans le futur. Parlons du cas maintenant Abandon, le jeu Silent Hill ou pas Silent Hill, le jeu de Kojima, le nouveau Kojima ou pas le nouveau Kojima. Bref, vous avez entendu parler de l'expérience. Alors moi, je vais rapidement parler, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, puisqu'on n'a même pas de trailer, on n'a surtout pas de gameplay, on n'a rien du tout, et ils ont fait une présentation. Alors il y a beaucoup de gens qui, bien entendu, en parlent depuis longtemps, et la présentation était très attendue, je peux comprendre. Ceci dit, la présentation, elle s'est arrêtée très rapidement, comme vous le savez, et tout le monde commence à râler. Bon, déjà, ce tout le monde en question, c'est eux qui ont quand même beaucoup hypé le truc, qui ont permis justement au studio de hyper tout ça, et de monter ça, on va dire, en sauce, comme on dit. Bon, maintenant, voilà, ça redescend la crème, Et sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce jeu? Écoutez, c'est un peu comme si on parlait finalement du logo de Ragnarok, vous savez, God of War, et qu'on en parlait des heures et des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas de grand-chose à dire tant qu'on n'aura pas de gameplay, ou au moins une grosse cinématique sur God of War Ragnarok, qui doit venir normalement l'année prochaine. Ceci dit, je fais beaucoup plus confiance à Santa Monica Studio, parce qu'ils ont prouvé ce qu'ils savaient faire, en particulier sur le 5e opus de God of War, mais sur les anciens aussi. Ils font du jeu, et donc Ragnarok va arriver, et va nous casser les rétines, j'en suis à peu près persuadé, et en tout cas je l'espère. Ce qui n'est peut-être pas le cas de Abandon, qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est un fake? Est-ce que ce n'est pas un fake? Est-ce que c'est un petit jeu? Est-ce que c'est vraiment un Silent Hill? La seule chose qui vraiment me surprend, c'est dans la présentation d'hier d'Abandon, c'est-à-dire le crash qu'il y a eu, et avec ce mot expliquant que c'était un problème technique tellement important qu'il devait abandonner la présentation. Ça par contre ça me surprend énormément. Je vous explique. Soit c'est un vrai problème,
Dans ce cas, je peux m'inquiéter quand même pour le développement du jeu, car normalement on a affaire à des spécialistes de l'informatique. Ne pas être capable de faire un live et de rattraper le live au cas où il y a un problème. C'est arrivé avec Bill Gates, rappelez-vous, il présentait un nouveau Windows, je ne sais plus lequel, et il y a eu un crash en direct, donc ça avait fait beaucoup rire la salle, un peu moins Bill Gates. Donc ils avaient relancé, et puis bien entendu ils avaient continué, ce qui est assez logique. Un crash de cette ampleur qui fasse que ça plante totalement, qu'on puisse plus relancer techniquement et qu'il n'y ait pas de mots après explicatifs pour dire qu'est-ce qui est arrivé, car après tout peut-être que tous les serveurs ont flambé, que la maison a explosé, je ne sais pas, qu'un camion est rentré dans le studio, je ne sais pas, une explication valable pour expliquer pourquoi ça s'est définitivement arrêté, eh bien on peut se poser quand même des questions. Soit donc c'est vrai, soit donc c'est un gros fake une fois de plus. Et je pense que y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié la blague, surtout ceux qui faisaient des lives en direct. Voilà, donc moi je ne vais pas en parler plus que ça, je vous le dis en toute honnêteté, je sais qu'il y en a qui font des grands débats dessus, moi je vais rapidement arrêter là-dessus. Je vous dis simplement que j'en parlerai si j'ai des trailers, si on a quelque chose à se mettre sous la dent, vraiment. Alors maintenant je vais vous parler rapidement de Kingdom. Kingdom c'est une série coréenne, 2 saisons, il y a une 3e qui est en tournage. Quelles sont les qualités de cette série par rapport à d'autres? Déjà, c'est du fantastique et c'est du zombie. Je vous le dis tout de suite parce qu'à l'affiche, comme vous voyez, oui, on sait que c'est du zombie. Donc le zombie a vraiment pris le pas sur le vampire. C'est assez intéressant. On pourrait faire une émission là-dessus d'ailleurs, puisque dans les années 80-90, moi je connais très bien, il y avait énormément, c'était la période vampire, avec Buffy bien entendu qui est arrivée, avec vous savez toutes les séries qu'on connaît bien entendu. Il y a moult séries, vous avez qu'à regarder la liste, elle est juste énorme. Les films, je n'en parle même pas, entre Dracula de Coppola bien entendu, mais il y a eu aussi et surtout Underworld, il y a eu Blade, il y a eu plein d'autres séries, plein d'autres films. Et bien petit à petit, dans les années 2000, le vampire a été relégué un petit peu derrière le zombie. Et oui, il y a plein de séries maintenant sur le zombie, Walking Dead bien entendu, mais plein d'autres. Et maintenant, il est à peu près partout, le zombie. Et la série Kingdom n'échappe pas à cette règle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui la rend intéressante? Ce qui la rend intéressante, c'est son approche. D'ailleurs, c'est une approche déjà un peu différente, comment le zombie est né, mais j'en dirai pas plus. Et surtout, c'est assez géopolitique, c'est-à-dire ça se passe durant l'époque médiévale coréenne, je le précise. Et donc, il y a des conflits familiaux pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment mis en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement du zombie. Je dirais que le zombie est même en arrière-plan, même si on voit beaucoup de zombies, rassurez-vous, il y a beaucoup d'attaques, etc. de zombies, mais c'est mis en arrière-plan par rapport à ce conflit de pouvoir et par rapport à tout ce côté historique très bien retranscrit, puisque ça se passe, je pense, autour des années 1350, 1400, peut-être 1500. La période médiévale coréenne ayant duré très longtemps, puisqu'elle va de 1392 jusqu'à 1897. Je ne peux pas trop situer, mais je dirais plutôt 1400-1500. Il y avait la découverte de la poudre, puisqu'ils utilisent parfois des fusils. Donc cette série est très bien de ce côté-là. L'histoire est fournie, vous avez que 6 épisodes. Ce n'est pas comme certaines séries, beaucoup de séries, vous avez 20 épisodes, dont 10 épisodes qui sont à peu près inutiles, où il ne se passe pas grand-chose. Là, 6 épisodes, c'est concentré, il y a une histoire, il n'y a pas de moment vraiment creux. Bon, alors vous allez me dire, quels sont les défauts de la série? C'est les défauts d'une série coréenne, c'est-à-dire que certains personnages, pas tous heureusement, mais certains personnages sont caricaturaux. Vous savez, le jeu d'acteur est poussé à l'extrême, c'est théâtral. Et quand je dis théâtral, le mot est très faible, donc c'est vraiment typiquement asiatique, coréen en particulier, et donc ça effectivement ça me plaît un peu moins et ça peut faire que certains sortent de la série entre guillemets. Le deuxième défaut est bien entendu l'incohérence de certaines actions, c'est le moins qu'on puisse dire. À un certain moment je disais mais prends une torche, mais prends une torche. Vous comprendrez pourquoi je dis ça dans la série, je n'en dis pas plus. Donc voilà, il y a des incohérences, comme dans toute série, mais qui sont vraiment visibles dans cette série à certains moments. Et puis il y a des jeux d'acteurs qui sont un petit peu parfois, même largement exagérés. Mais si les défauts annoncés ne vous dérangent pas trop, regardez cette série parce qu'en termes d'historique, en termes de costumes, en termes même de moyens et en termes d'histoire, elle se tient bien et elle est très intéressante. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!